Aujourd'hui, je vous invite à parcourir avec moi une nouvelle route mythique de France. Une route magique qui serpente le long du littoral azuréen. Elle part de Nice et nous emmène jusqu'à Menton, à 2 pas de la frontière italienne. Cette route du bord de mer, c'est la route des Corniches. Mais avant d'arriver à Menton, la ville du citron, nous allons donc jouer à 7 corniches. Des arrêts à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Èze et à Roquebrune nous permettront de visiter les plus beaux sites de la région. Concernant mon invité, c'est un romancier célèbre, sans doute l'un des plus doués de sa génération. Il a reçu le prix Goncourt à seulement 34 ans avec un aller simple. Je suis sûre qu'il nous en parlera. Ces histoires pleines d'une imagination débordante tournent souvent autour de l'amour et de l'identité. Il n'a pas peur également d'aborder l'au-delà et l'inexpliqué. Son inspiration, eh bien, il la puise dans les hasards de la vie, dans les rencontres, comme celle qu'il a faite ici, autour de la baie des Anges. Car c'est un enfant de Nice, une ville à laquelle il est toujours resté fidèle. Il s'agit de Didier Van Kovlart. Je suis très heureuse de vous faire découvrir la route de son enfance. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de faire cette route avec vous. Bienvenue à Nice. On peut se tutoyer? Ah oui? Donc ça, c'est ta ville. Voilà, je suis né juste derrière, là-bas, dans la rue Alexandre-Marie. Ça a beaucoup changé d'ailleurs cette place par rapport à oui. ton enfance? Et pour une fois, on va dire c'est beaucoup plus beau maintenant. C'est vrai qu'on a toujours des souvenirs de nostalgie d'enfance, mais la place est plus belle. Il y a ce jardin extraordinaire, la coulée verte. Autrefois, il n'existait pas avant? Non, c'était une place fermée à l'origine. Il y avait un bâtiment qui était le théâtre du casino. Et là, maintenant, il y a cette explosion végétale et ces murs de jets d'eau, ces miroirs qui sont avec des jets aléatoires où les enfants toute la journée prennent l'eau et le soleil et ça donne un climat formidable. Ta ville, elle est très belle. Mon combi, je l'ai garé juste à côté. J'espère que les Niçois ne vont pas me détester, parce que ça risque de créer un petit embouteillage. Ça va. Je te propose qu'on aille se balader. Ouais. Tu es mon copilote. Tu maîtrises parfaitement sur cette région. mes routes d'enfance et mes routes de rêve, parce que c'est bien d'avoir un foyer qui est un point de départ, qui est un endroit d'où on part. On sait d'où on vient. Et où on revient après, quoi. Bon, on y va? Ouais. Je t'emmène avec moi. Alors, il faut quand même que je te montre la carte. Oui. Pour le petit trajet. Alors, viens avec moi. On part de Nice et on va suivre l'une des routes les plus mythiques de France, c'est la Basse-Corniche. On va en direction de Saint-Jean-Cap-Ferrat, puis on va monter sur Èze, à Èze village. Donc là, en montant moyenne corniche et grande corniche. Et puis on redescendra dans la Basse-Corniche vers Roquebrune et Menton. Très bien. Bon, on a de la route parce que, elle paraît pas très longue comme ça, mais elle est assez serpentée cette route. Hein. Oui, c'est faussement plat, tu verras. Notre première étape est synonyme de luxe, de calme et de volupté. Direction Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc là, on roule en direction de la rue de ton enfance, Didier. Oui, on arrive rue Alexandre-Marie, au numéro 4, la façade jaune. Ah ouais. Et j'y suis parti à l'âge de 4 ans. Alors là, c'était dans le monde de mon père qui était dans l'avocat avec le palais de justice qui est juste à côté. C'est bien, il était et à ma côté, mère, elle avait une entreprise d'horticulture. Donc on est monté vivre dans son logement de fonction sur les collines de l'ouest de Nice. Et mon père avait gardé le cabinet d'avocat. Et là, c'est cette baie. Toi, t'es un enfant de la baie. Hein. Oui, alors j'ai eu la chance, c'est vrai qu'une enfance à Nice, c'est assez formidable. Le turquoise quasiment. On a la mer, on a très tôt, à moins d'une heure, des stations de ski. Cette baie, elle t'a inspiré, non, on peut dire, parce que tu as commencé à écrire très tôt. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonnée. Tu as écrit ton premier roman à l'âge de 9 ans. Quand j'ai appris à écrire à l'école, je me suis dit les mots, ça sert à raconter des histoires. C'était une évidence. On a pris conscience très tôt. Oui, et j'ai eu la chance d'avoir un père qui me racontait des histoires dès la naissance. Il a participé à ça lui aussi. Hein, il a nourri l'imaginaire, et puis surtout, il a eu un grave accident de voiture l'année de ma naissance, et il avait 10 cm de différence entre les deux jambes, il marchait quasiment pas, il avait des souffrances terribles, et faire rire les autres et rire lui-même était le seul moyen d'arrêter la souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. L'imaginaire et l'humour peuvent être plus forts que la souffrance. Tu écrivais aussi pour lui donner une raison de vivre, pour qu'il... Alors, il y a eu un vrai déclencheur. C'est un jour, en rentrant de l'école, j'entends mon père dire à ma mère
toute façon, le jour où je suis dans un fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête. Je ne veux pas vous finirais pas imposer comme ça. ça. J'entends ça. Je ne trahis pas ma présence du tout. Je suis évidemment bouleversé parce que j'adore mon père, mais en même temps, je le comprends. Et je me dis, je vais faire une chose tellement incroyable qu'il va avoir envie de vivre, même en fauteuil roulant. Donc, je vais être le plus jeune auteur publié dans le monde. Ah ouais. Ah, c'est Et l'objectif que comme tu ça- t'es donné. Ouais, c'est comme ça qu'à 9 ans, j'ai envoyé mon premier manuscrit chez les éditeurs. Et en fait, c'est pas moi qui ai réussi, puisque les éditeurs n'ont pas voulu mes manuscrits. Et heureusement, hein, sans doute. Et c'est Oui, la mais chirurgie qui a sauvé mon père. Il a été le pionnier de la greffe Ah oui, c'est vrai. de la hanche. Ouais. Et il avait la première prothèse qui a marché, qui a tenu, en duralumin à l'époque. Et il est mort en 2005, donc il Donc a il a été eu le temps de opéré connaître en ton succès en 69. tant qu'écrivain. C'est beau, Quand ça. on est là, On c'est où, là la rade de Villefranche. Ah, c'est l'une des plus belles rades au monde, hein, Ouais. C'est un paysage qui t'inspire. qui aspire, qui est à la fois serein et très puissant. Entre terre et mer, Là, on est vraiment sur ma route mythique à moi. à moi. C'était vraiment toujours le cap vers l'est. Alors justement, le Cap Ferrat, on va visiter un hôtel mythique. Oui, qui est vraiment De un la endroit région. qui me faisait rêver, qui est l'un des seuls aujourd'hui qui soit resté dans son jus, si je puis dire, c'est-à-dire ce mythe de la Riviera. Eh bien, on va aller visiter cet hôtel mythique de la région. Oui. Avec une petite surprise qui nous attend. C'est beau, hein? Alors là, je t'emmène dans un endroit qui a eu plusieurs vies. C'est un palace qui a l'air à la fois classique. Et puis, quand tu regardes un peu, tu as des aménagements de déco, tu as des clins d'œil, tu as quelque chose de très convivial. Et je trouve que c'est une des plus belles synthèses que je connaisse entre le classique et le contemporain un peu barré. Alors Et en c'est quoi fait, ce que tu appelles le l'ambiance- contemporain barré? Ouais, regarde, tu as le fauteuil design, tu as des couleurs qui sont inattendues dans un lieu au volume très classique. Tu as un côté néo-hénélistique, hein, qui est un petit peu Grec antique? Grèce antique revisitée. Tu vois. Alors ça, c'est l'inspiration de la Villa Kérylos, qui est une villa qui a été construite en 1903, identique à ce qu'était une villa d'un grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais il date de quand cet hôtel? 1904. Alors, il a commencé comme un hôtel qui s'appelait le Panorama, et puis il a été transformé pendant la guerre de 14. Les autres palaces étaient transformés en hôpitaux, et celui-là était une école pour les réfugiés, pour les orphelins de guerre et tout. Et ensuite, il a un peu périclité. Il s'est appelé le Panorama, puis ensuite le Bedford, et puis il a connu une vie d'un palace un peu assoupi jusqu'à 1999, où il y a eu un coup de jeune, une nouvelle direction, une nouvelle conception, et puis voilà, cette déco C'est à la partie fois... de ces très beaux palaces que l'on peut croiser ici dans la région, quoi. C'est un exemple. Oui, mais c'est peut-être celui qui a gardé le plus son âme, tout en faisant de l'originalité. Alors là, je t'emmène dans un jardin qui a été au départ conçu comme un jardin à la française. Ah, ça l'est plus du tout, là. C'est un jardin à la Royal Riviera, on va dire. Et c'est vraiment pour La French Riviera. le plaisir. C'est-à-dire que ça intègre des tonnelles, des haies, du chèvrefeuille, des glycines, des pittosporums. Et puis, voilà, c'est vraiment le jardin méditerranéen avec de l'ombre, de la fraîcheur. Il est très exotique, ce jardin, dis donc. Puis tu te retournes, tu as la façade de l'hôtel, tu as ces palmiers qui ont gardé leur tête. Ceux-là, ils sont vraiment bien entretenus. Et puis tu as ce silence, cette sérénité, ces odeurs. Puis avec cette vue sur la mer, là, juste derrière. Oh, mais t'as un autre lien avec cet hôtel, au-delà de ce cadre paradisiaque. Oui, il n'y a pas que le décor, il y a aussi les rencontres. Et un jour où j'étais venu déjeuner avec des amis, le directeur de la restauration m'aborde et se présente. Mais je t'en dis pas plus et on va aller le rencontrer. Je vais te le Avec plaisir. présenter moi aussi.
travail. Donc, c'est le restaurant de l'hôtel. Et c'est là que je rencontre le directeur de la restauration, Jean-Claude Piselli. Bonjour. Bonjour Monsieur Vattenbler, comment allez-vous? Bien, et vous? C'est un plaisir de vous voir. Bonjour Nathalie, Madame. enchantée. Enchanté. Vous avez de la chance de travailler dans un cadre aussi beau. Merveilleux. Merveilleux. Donc vous êtes le fameux lien avec cet hôtel. Oui, j'ai quand même une petite pièce que je voulais remettre à Monsieur Van Kovler, qui est en fait ses premiers romans, Comment ça se fait que... C'est ma première publication. qui a été écrite donc sur un journal avec des énigmes, tout un... C'est un feuilleton, ma première parution à 13 ans, dans un journal de collège. Et il se trouve que l'épouse de Jean-Claude Piselli était une amie de collège. C'est-à-dire que vous croisez Didier Van Kovler dans le restaurant. Dans le restaurant, oui, tout à fait. Et vous faites le lien tout de suite avec les écrits que possédait votre femme. Je connais les romans de Didier Van Kovler. Ma femme lit beaucoup ses livres, puisqu'ils ont été à l'école ensemble et puis qu'ils le connaissaient. Donc, quand je lui en ai parlé lors de la première visite, elle m'a dit « Mais j'ai les premiers romans qui ont été faits écrits Premier dans texte publié dans le journal. Jalonde. Qui était Jalonde, qui couvrait, c'était l'aumônerie de tous les collèges de Nice. Et c'était le seul endroit, il n'y avait pas de journal au lycée tout seul, mais pour être publié, voilà, c'était là. Et donc je leur ai fait un feuilleton. Le grondement des vagues martelant inexorablement le calcaire de la falaise, symbole de la veine et placide de résistance de la masse contre l'onde. On écrit Oui, ça à j'écris 12 ans. plus simple aujourd'hui, c'est vrai. Oui, parce que c'est pour faire sérieux, c'est pour faire écrivain quand même. Nonobstant les intempéries. Nonobstant, c'est un terme que j'employais même pas à 15 ans. Alors ça c'est un terme, comme mon père étant avocat, j'avais entendu ça dans des plaidoiries, puisqu'il récitait ses plaidoiries. Et c'est joli, nonobstant, Ouais, c'est très joli. il y a des sonorités qui sont rigolotes, et en même temps c'est un mot très précis, à la fois rigoureux et charnel et galopin. Tu m'as parlé d'une vue exceptionnelle. Ah bah oui, parce que dès qu'on s'élève un peu dans les étages, il y a une vue magnifique, mais dès le premier étage, Et on a le droit d'y aller ou pas? On va voir. Ah oui, je ne vais ça pas ressemble. rester sur une description théorique. Donc, viens voir la chambre. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation, Didier. Enfin, viens voir la vue. Je peux vous accompagner pour Avec visiter plaisir, les chambres? Jean-Claude, venez avec Si moi. vous y tenez absolument, oui. Bon. On y va. Allez, je vous accompagne dans les chambres. Alors là, c'est le double waouh. Voilà, ça c'est... Oh là là. Et ça n'est que le premier étage. En plus on monte et plus on voit la mer loin. Elle est exceptionnelle, cette vue. Et la Villa Kérilos, dont Ah on là, parlait voilà, tout cette à l'heure. fameuse villa. Voilà, qui est à peu près contemporaine de l'hôtel, à un an près, 1903-1904. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Claude. Merci à vous. C'était De votre agréable de visite. visiter ce lieu qui est juste exceptionnel. Donc là, on va visiter un cimetière exceptionnel, juste à côté d'ici. Oui Nathalie, donc je t'emmène au cimetière, mais si tu permets, je vais prendre le volant. T'as peur de ma conduite? Oui, non, mais c'est un peu étroit. Je préfère que tu découvres le paysage. Merci, quelle galanterie. Oui, puis pour t'emmener au cimetière, je te mets à la place À la du place mort. Oh non. Je t'emmène à Saint-Hospice. C'est l'autre embranchement après Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les gens connaissent beaucoup plus Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est vrai que quand on est côté passager, on peut davantage admirer le paysage. Ah ouais, quand même. Ça, je connais un peu par cœur, donc c'est bien que tu puisses avoir le regard qui se promène. C'était vraiment, quand j'étais môme, l'endroit de rêve pour moi. C'était avec ces différentes plages. Là, la plage de Passable, Ouais. plutôt la plage de l'après-midi. Et on va passer devant la plage de Paloma, qui est la plage du lever de soleil. T'as toujours été fasciné, non, par les cimetières, toi? C'est des lieux qui... tu considères que ce sont des lieux qui sont reposants, en fait? Oui, alors pour moi, il n'y a pas... Au cimetière, il n'y a que des vivants. Il n'y a aucune âme. Disons que souvent, quand on... Là, c'est ma vision de l'au-delà. Je pense que nous emmenons nos morts avec nous et quand on va se recueillir sur leur tombe, ils y viennent parce que c'est nous qui allons, quoi. Ouais.
On se donne rendez-vous. mais les morts sont greffés sur les vivants s'ils sont encore en activité. Et ils ne sont pas prisonniers d'une fosse, d'un trou, d'un caveau. En même temps, ce cimetière, c'est partie des plus beaux cimetières de France, hein, je crois, avec une vue comme ça sur la Il a mer. une J'ai hâte de le vue, il est découvrir. encore plus marin que le cimetière marin de Paul Valéry, chanté ensuite par Georges Brassens. Ah, on va pouvoir se garer ici, tiens. Parfait. Belle petite place. Alors, comment ça se fait qu'il y a un cimetière belge ici? Ce sont les victimes de 14-18, il y avait beaucoup de combattants belges. Ah. Et ça, c'est le carré. On le voit bien là, avec carré le belge. drapeau. sur chacun Alors, des on trucs. retrouve aussi mes racines, mes origines. C'est vrai que le père de mon père était mort en 14 pendant que son fils venait au monde. Et c'était 90 quand même, dans ce carré. Et alors, si on veut aller dans la rubrique psychanalyse pour comprendre mon rapport à l'au-delà, au Avec cimetière, l'au-delà, ce ouais. rapport assez joyeux. Parce que toi, t'aimes bien aussi hein, déambuler comme ça au milieu des sépultures. Oui, mais En fait, c'est des bouts d'histoire, en fait. Là, il suffit de s'arrêter sur les ici, tombes. dans ce cimetière, pour moi, il n'y a pas d'âme. Les âmes de nos disparus, elles viennent avec nous quand on va leur rendre visite au cimetière, Ouais. parfois. Mais ici, c'est ce décor qui est formidable. Et puis, ce sont des condensés de vie, tout ce que racontent parfois les inscriptions, les messages d'amour, les messages de colère, les messages de... Et puis, On peut reconstituer carrément l'histoire d'un village. Hein. l'histoire d'un village, l'histoire De de région, famille de aussi. famille, Pourquoi ouais. tout à coup, tu as de ton voisine, tu as la moitié de la famille qui est allée là, t'imagines des fâcheries. C'est vrai que c'est des supports de rêve, les cimetières. Et puis il y a une vie végétale tout autour, il y a une vie minérale, il y a des pierres qui sont très chargées. Quand on est un peu sensible, on sent cette énergie qui monte, Donc c'est pour ça que je venais, quand j'étais adolescent, très souvent ici. Et un jour, je viens regarder la vue à ce cimetière. On va arriver dans la partie marine du cimetière. Waouh. J'arrive devant une tombe. Ouais, c'est rare qu'on dise waouh dans un cimetière. Couper le souffle. Voilà, c'est ce que je voulais avoir comme réaction de Impressionnant. ta part. Et là, sur une des tombes qui est là-bas, on va pas dire le nom par discrétion, on trouve une très belle jeune femme, les yeux humides, là, dans un fauteuil roulant. Et là, moi, je suis hanté par les rencontres manquées. La si belle chanson chantée par Georges Brassens, les passantes. Ouais. Non, là, je sais pas, je suis vraiment attiré. Et on se dit bonjour et la deuxième phrase, c'est « Je crois que vous avez crevé ». Tu vois, la phrase à dire dans un cimetière. Et je dis « Écoutez, si vous voulez, j'ai une pompe à vélo, donc voilà, tu vois comment ça... » Et elle me dit « J'ai des amis qui sont allés dans la chapelle, qui vont venir me rechercher. » Et alors je me dis, oui, mais ils n'ont peut-être pas de pompe. Alors je dis, écoutez, je vais à mon vélo et je vous regonfle. C'était une histoire d'amour à la fois très forte et que j'ai un peu ratée. J'ai eu des maladresses parce que les handicapés ont besoin qu'on les admire, qu'on les aime pour ce qu'ils sont. Mais pas qu'on soit en position de protection tout le temps. Qu'on soit pas... La compassion est quelque chose qui, quand elle est pas au bon moment, qu'elle est inappropriée, et mal vécu. Il ne faut pas les surprotéger. Donc, ce que j'ai raté dans la vie, j'ai essayé après, dans un roman qui s'appelle La demi-pensionnaire, où je parle d'un homme debout qui a une histoire d'amour très forte avec une femme assise, dans un fauteuil, de corriger ce que j'avais raté dans la réalité. Ce qui veut dire que ceux qui ont lu ton livre, ils sauront désormais que le point de départ de ce roman a commencé ici, dans ce cimetière, Voilà. avec cette rencontre amoureuse. Mais justement, on va la voir, cette chapelle. Ah oui. À force d'en parler, ça donne envie. Mais là, j'ai pas eu de rencontre amoureuse à l'intérieur, je te rassure. Tu viens souvent dans cette chapelle? C'est un des endroits les plus joyeux que je connaisse. Tu respires et tu laisses l'énergie monter. Ça dépend des sensibilités de chacun, mais moi je sais où On est peut ressentir quelque point. chose. Ah oui, on sent une énergie Tu sais où est le qui point monte quoi? du sol. Le point qui me correspond, celui où Tu reprends des forces. Oui, j'ai l'impression de me transformer en cachet d'aspirine, c'est de dire effervescent. C'est quelque chose vraiment qui monte, qui est très très fort,
C'est vraiment la chapelle que je préfère au monde ici. C'est vrai. Ah ouais. C'est notre C'est Saint-Hospice. Hospice, ouais. Hospitius, donc au VIe Qui va se faire siècle, décapiter. qui était... Et en fait, c'est un sarrasin qui avait décidé voilà, de le décapiter. Et puis, lui, pris simplement, il a geste de dire, bon, non, stop, comme on dit, temps mort. Donc, et en fait, la légende dit que le bras de l'homme s'est arrêté, et il est bloqué, et donc il a renoncé à le tuer. Et ça, c'est un sujet qui te passionne, hein, toi, justement, ces guérisons à distance, ces forces un peu invisibles, Oui, ces parce choses un peu inexpliquées de la vie. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Bon, que l'on soit croyant ou non, on sait qu'il y a une sclérose en plaques qui part du jour au lendemain, c'est pas possible. Et pourtant, on en a la preuve. On a des autopsies de miracles aussi. On a la vue qui est revenue chez les personnes dont la cornée était encore totalement inactive. Je te propose qu'on reprenne la route pour aller un peu dans les hauteurs de Nice. On va quitter un peu la basse corniche pour... Oui, tu as envie de... Nous avons commencé justement. ici cette élévation que nous allons continuer géographiquement. Exactement, dans un autre endroit qui te tient à cœur. Oui. C'est la première fois qu'un invité me propose d'aller dans un cimetière, mais j'ai compris pourquoi. Nous continuons maintenant notre élévation vers les hauteurs du village d'Èze. Toutes ces forces invisibles, tous ces sujets, tu as écrit là-dessus, le dictionnaire de l'impossible, au-delà de l'impossible. Ouais. Tu as mis en avant des événements historiques pour en parler. Par exemple, dans Au-delà de l'impossible, tu évoques l'histoire de la religieuse Yvonne Aimée Malestroit, c'est ça ? Yvonne Aimée de Malestroit. Qui, elle, a été... donc c'était une religieuse augustine, c'est ça ? Oui. Qui a été chef de... Qui était une chef de guerre, qui était une chef de réseau de résistance, qui a été décorée 8 fois, notamment par le général de Gaulle, et qui avait, parmi ses particularités, celle de se dédoubler, de se détripler, d'ubiquité. On appelait même dans son cas la bilocation, être dans plusieurs endroits à la fois. Alors, ça paraîtrait surréaliste, sauf que les témoignages de soldats, d'historiens, de médecins sont absolument considérables dans son cas. Le jour où elle a été décorée par le général de Gaulle après la guerre, est-ce que c'est vrai cette anecdote qui se serait penché vers elle et lui aurait susurré à l'oreille « J'espère que vous n'êtes pas en train de vous faire décorer par Churchill en même temps ». Oui, parce qu'il connaissait toute l'armée connaissait ces témoignages d'ubiquité, de bilocation. Et de Gaulle d'ailleurs a continué à voir jusqu'à sa mort, à aller voir très souvent Yvonne Aimée de Malestroit. Il était fasciné par cette femme, par son courage guerrier, par sa spiritualité et par ses dons de prophétie. Alors là, on a fait une petite infidélité à la basse corniche. On est en train de monter sur la hauteur, sur la moyenne sur corniche. La moyenne. On est d'ailleurs sur la moyenne corniche en direction de Èze village. C'est un très beau village médiéval qui a été construit en altitude pour éviter les dangers d'invasion par la mer, qui étaient quand même assez fréquentes. Je sais que tu as aussi écrit sur les liens qu'il peut y avoir entre les animaux et les humains. Entre les chiens, notamment les liens télépathiques, voilà. Voilà. Et puis, là, on va arriver dans une école de guides, une école qui forme les chiens d'aveugle, et où vont avoir lieu les premiers contacts entre l'aveugle et son coéquipier, et celui qui va voir pour lui. Bonjour. Enchantée, Nathalie. Pierre, instructeur de bienvenue, Christophe, directeur technique. Enchantée. Bonjour. Et Laos. Bonjour. Laos. On peut... Oui, quand il ne travaille pas, on peut le caresser. Voilà. Il a quel âge? Là, il a 16 mois. 16 mois. Oh là là. Justement, ils arrivent à quel âge dans le centre? Dans le centre, ils arrivent à l'âge de 2 mois, en fait. On les récupère du centre d'élevage.
Et après, on les place en famille d'accueil jusqu'à 14-15 mois. Et après, ils reviennent à la grande école où ils sont pris en charge par un éducateur. Et là où ils vont vraiment avoir l'éducation spécifique de guidage entre 6 à 8 mois. On voit un petit peu le parcours Allez, de on va l'as. faire un petit démarrage. Allez, en avant, cherche ta place. Allez, viens devant. Voilà, viens devant. Allez, cherche la vache. En avant, on remonte. Voilà. Très bien. Voilà. Laos. Allez, donne la boîte. Donne. Laos, la boîte. Voilà. Très bien, ça, la boîte. Il lui reste combien de mois encore à Laos avant Alors d'être Laos, il lui reste à peu près 2 mois. Maintenant, il va falloir qu'il attaque un petit peu les obstacles un peu plus complexes, les obstacles en hauteur, qui sont très très difficiles à marquer. Et à l'issue de ces 2 mois, en fait, il passera ce qu'on appelle un certificat d'aptitude. En fait, c'est son examen final. Donc avec l'éducateur sous bandeau, sur un parcours tiré au sort. Donc il y a un cahier des charges à remplir et une grille de notation et il faudra qu'il passe son examen. Comment elle est financée, cette formation? Alors la formation est entièrement financée par les dons et des legs oui. des particuliers. D'accord. Ah oui, il n'y a pas d'aide Il n'y a de pas de l'État prise en dessus. charge, Il n'y a pas d'aide de l'État. aucune aide de l'État, aucune prise en charge. Il y a beaucoup d'écoles En de France, chiens de guide d'aveugle. 10 écoles qui font partie de la fédération française. Mais au-delà des liens affectifs qu'il y a entre un maître et son chien, est-ce qu'il y a d'autres liens qui se développent? Ah ben, c'est une complicité de tous les jours, hein. C'est un lien qu'une personne... D'autres natures Oui, bien sûr, c'est une complicité, c'est un travail d'équipe, parce que savoir que le travail du chien guide, c'est pas le chien guide qui va travailler tout seul. Donc c'est vraiment un travail, c'est la formation d'un binôme. Donc les deux travaillent, et le chien et la personne déficiente visuelle, et ça crée une complicité énormissime. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là! Et Pierre, en quoi consiste votre métier, vous, ici? C'est aussi un travail avec les chiens comme... Moi, je m'occupe essentiellement des personnes déficientes visuelles. C'est-à-dire que je vais intervenir lorsqu'il y a une demande de chien guide directement au domicile de la personne et je vais évaluer son autonomie dans les déplacements. Donc pour cela, vous réalisez des exercices ici pour... On utilise un appareil... Ah, cet outil qui est juste là? Voilà, exactement. Ça s'appelle un dog sim, Ouais. un simulateur en fait, pour apprendre à la personne à avoir des sensations au niveau de l'apprentissage du suivi du chien. Donc, Tu veux bien essayer? Oui. Alors je crois que je mets des lunettes de soleil. Non, vous avez un masque? alors, il veut pas que je le mieux, triche. c'est de vous retrouver dans le noir complet pour que vous ayez vraiment les sensations. En fait, ça va vous donner une idée un petit peu du déplacement avec le chien guide. Donc, mettez-le bien, voilà. Hop là. Didier, toi ça tu l'as déjà fait, hein. Tu connais. Hein, Je tout l'ai ça. fait. Et Donc, tu je vas vais voir, vous placer c'est assez dépaysant. Le C'est vrai harnais dans la main gauche, puisque pas de ce côté-là, mais plutôt le dos de la main tourné vers pardon, le ciel. comme ça. Voilà, exactement. Donc là, d'accord, parce Et que... donc moi je suis derrière vous, il y a un bras articulé, vous êtes accroché à ce chariot qui Ouais. représente le chien. Oui. Soyez bien détendu, le principal c'est que vous ayez vraiment... Donc là, on se sent tracté. Hein. Voilà. On sent bien le poids hein, au bout du bras. Est-ce que tout va bien? Ouais. Donc on va faire ce petit parcours-là. C'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre, hein, mine de rien. Je trouve que ça déstabilise un petit peu. Alors ça déstabilise évidemment. Puis il y a aussi le travail musculaire, j'imagine, hein, à la fin de la journée. Alors là, je sens quoi? Là, il y a un obstacle. Hein. Voilà. Ouais. Comment allez-vous? Ça va? Bien, alors c'est marrant parce qu'on n'arrive pas encore à lâcher prise. Hein. Ouais. Une sorte de... Ouais. Je me laisse tracter en même temps. Il y a une petite- certaine appréhension. Ouais, une en fait, appréhension, hein. du coup, Même on au retient niveau- un petit peu le... Au niveau de la posture du corps, on Ouais, sentait je aussi sens que je suis qu'il y un a- peu en avant comme Ouais, ça, ouais. exactement. Donc là, vous pouvez lever le bandeau, peut-être que ça sera... Donc faites attention à la luminosité. Voilà. Waouh, j'ai fait tout ça? Exactement. Ouais. Je m'en suis pas rendu compte. Et oui, On n'a pas au la même niveau- notion aussi. Effectivement, au des niveau distances, des et- distances, ça permet effectivement de travailler ces choses-là. L'équilibre aussi, hein, pour savoir si vous étiez à l'aise ou pas. Donc on travaille aussi la prise des repères qui est différente avec un chien qu'avec la canne blanche. Donc il y a pas mal de choses à travailler. Et ce comme travail-là, ça. il peut se faire dans un vrai cadre, c'est-à-dire en ville, ou bien on le garde essentiellement... Absolument, on peut le travailler sur un parcours que la personne a l'habitude de faire. Alors, on va éviter effectivement de prendre des marches d'escalier et tout ça parce que c'est difficile à gérer. Mais tout ce qui concerne les directions, pour donner les ordres aux chiens, on peut travailler avec cet outil-là aussi. Ça permet l'apprentissage des ordres et aussi l'anticipation des ordres pour demander aux chiens d'aller à droite ou à gauche.
Amélie, éducatrice. Bonjour. Elisabeth. Nathalie. Donc là, vous êtes en train de faire connaissance C'est ça. avec ouais. Duke. Ouais, c'est ça. C'est la remise en fait, qui dure 15 jours. Et la première semaine se passe sur le site. Donc Amélie m'éduque autant que le chien. Et puis on commence l'attachement en fait. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Qu'est-ce que Alors, vous pouvez faire grâce à lui, grâce à Alors, Duke? grâce à lui, je vais pouvoir prendre le train, partir rejoindre mes enfants, Paris, Metz et Lyon, donc les trois régions où il se trouve. Et le plus gros travail que j'ai eu à faire avec Duke, c'est de me lâcher, de ne pas le frustrer dans les déplacements des lieux que je connais parfaitement. Ah, vous laissez guider même quand vous reconnaissez les lieux? Voilà. Il ne faut pas Et prendre oui. la place de son chien. C'est ça. Parce qu'il il le vit mal. C'est ça. Ouais. Après, je risque de le frustrer. Et comment il le ensuite- manifeste, ça, par exemple? En fait, il manifeste son obéissance. Hein. Si jamais je tire parce que j'ai vu un obstacle avant lui, il va être respectueux. Et puis au fur et à mesure, je vais peut-être atténuer son assurance et c'est pas mal. Et sa vigilance, Voilà. voilà. Le chien va être moins concentré. Il dans va le travail. sentir qu'il ne sert pas à grand-chose puisque l'information C'est ça. passe sans lui. Ouais. C'est ça. Quand on obtient son chien pour la première fois et qu'on sait qu'on est sélectionné, Ouais. comment est-ce qu'on le vit? C'est très émouvant parce qu'il y a tout un tas de... Déjà, il y a le rapport avec le chien. Je me sens beaucoup moins seule à prendre des décisions quand je suis dans l'incertitude, surtout du trajet. Donc ça, j'attendais vraiment ça pour être indépendante. Là, je sens que je vais de nouveau être autonome. Et donc, quand on m'a annoncé que c'était validé... C'est la grande joie. Non, c'était vraiment beaucoup de joie. Vous avez appris à Elisabeth aussi à discuter avec le chien ou finalement, est-ce qu'il y a des Alors, petits codes À communiquer à avec le transmettre? chien, effectivement, surtout dans le travail de guidage, nos chiens guides répondent à certains mots pour des ordres. Ils connaissent une 50aine d'ordres, donc c'est aussi le but de la première semaine de remise, c'est d'apprendre le vocabulaire que connaît Duke à Elisabeth, pour qu'elle puisse dire les choses dans le bon contexte au chien et le bon ordre pour qu'il exécute ce qu'elle a besoin qu'il fasse. Je suis très contente, grâce à toi, d'avoir découvert cet endroit. Vous permettez que je vous fasse la bise, Elisabeth? Vous dites au revoir. Volontiers. Au revoir et merci. Merci. Au revoir également. Au revoir, merci. Au revoir. Merci de votre intérêt. Et nous, on va reprendre belle équipe à tous les deux. Ah, oui. un bisou à Duke. Super, Duke. Au revoir. À Merci. bientôt. À bientôt. Nous retrouvons notre moyenne corniche qui va nous permettre de rejoindre Roquebrune-Cap-Martin. C'est là que Le Corbusier a conçu un célèbre cabanon en bois juste en bord de mer. Comment t'es venue l'idée de t'intéresser justement à ces chiens guides d'aveugles? Et moi, je rêvais d'avoir un chien et mes parents ne voulaient pas, pouvaient pas, c'était compliqué. Et donc, je me suis fait copain avec un petit aveugle pour profiter de son chien. J'étais fasciné par Leur l'intelligence, l'attention, et j'ai toujours voulu écrire sur ce lien extraordinaire. Mais Et tu j'ai as mis écrit sur beaucoup- ce thème. Oui, mais j'ai mis 30 pas ans. que- mais pas- J'ai pas mis que- plus de 30 ans à... Je commençais le au-delà livre et je n'avais de- pas ma situation parce que Oui. je me suis rendu compte que pour vraiment traiter bien, pour pas faire juste une belle histoire entre un chien et un humain, mais pour bien traiter le lien, il faut se placer à un moment où ce lien se casse. Et après voir comment il peut se renouer. En l'occurrence, l'aveugle qui recouvre la vue par une opération, et son chien, c'est la pire chose qui puisse lui arriver. Il ne sert plus à rien, il déprime. Donc, quel avenir y a-t-il dans cette relation? Comment cette relation va-t-elle repartir? Le jour où j'ai trouvé, grâce à la science moderne aujourd'hui, qui réussit à réparer la cornée artificielle, avec une greffe, permet à l'aveugle de voir en 24-48 heures. Voilà, j'ai écrit Jules grâce à mon expérience avec ces chiens d'aveugles et j'ai écrit le retour de Jules. Alors là, on monte vraiment dans les hauteurs de Monaco. Là, on est sur la moyenne corniche où se tourna partiellement le film La main au collet. Scène légendaire. Scène légendaire dans la voiture. Alors, c'est un mix entre la grande corniche, la moyenne et la basse corniche et beaucoup de studios. Donc c'est Grace Kelly et Gary Grant, c'est ça, Voilà, avec une qui- course-poursuite. Ils sont poursuivis par la police, cheveux au vent.
T'as eu certains de tes romans qui ont été adaptés au cinéma? Oui, j'ai... Que tu as adapté toi-même, peut-être, non? Certains, oui, comme Un aller simple. Et puis d'autres... Un aller simple, c'est ton prix Goncourt. Hein. Voilà. Ouais. Et c'était l'un des derniers rôles de Jacques Villeray et l'un des premiers rôles importants de Laurent Deutsch. Donc, tu avais un beau casting. Hein. Ouais. Et puis le film américain Sans identité. Donc, avec Liam Neeson. Tiré de mon roman Hors de moi. Liam Neeson et Diane Kruger et Bruno Ganz. C'est une très très bonne adaptation. Je peux en parler parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Adaptation hollywoodienne, attention. Ouais, mais sans les défauts parfois des grosses productions. L'adaptation hollywoodienne qui est un peu schématique. Là, vraiment, les ressorts psychologiques du roman ont été respectés. Écoute, en t'écoutant, nous descendons vers Roquebrune, vers le cabanon de Corbusier. De Corbusier, mais oui, ça fait partie des incontournables aussi dans la région. Après, tout le monde n'est pas sensible au style Le Corbusier. Alors, je te l'accorde. Ça, c'est une surprise que tu me fais. Je n'avais pas prévu qu'on irait là, donc je ne connais pas. C'est bien, tu vas découvrir quand même ce fameux cabanon de Le Corbusier. Mais qui est devenu là, je suis prêt à changer d'avis avec une grande souplesse. Écoute, il paraît que c'est un cas d'école. C'est un modèle du genre. Il y a des architectes qui viennent du monde entier étudier ce fameux cabanon de Le Corbusier, qui est un peu devenu sa maison secondaire ici à la Riviera. Exceptionnel la vue d'ici. Incroyable, hein, cette vue sur Monaco là-bas, à travers les feuillages. C'est magnifique ici. Bonjour. Bonjour madame. Nathalie. Bonjour. Géraldine. C'est vous qui gardez ces lieux? Je suis la gardienne de ce lieu magique. Non mais c'est incroyable. Là c'est quoi? C'est pas le cabanon ça? Alors ça, vous êtes devant l'étoile de mer, qui était la guinguette de Thomas Robutato, avec une peinture de Le Corbusier. Et le cabanon, alors il se trouve où? Le fameux cabanon. L'icône de l'architecture moderne. Donc voici le petit cabanon, 3,66 m par 3,66 m. Faire attention au mur, il y a des peintures. Il y a les peintures de Monsieur Le Corbusier. Et donc ça, c'est un cadeau pour sa femme dans un premier temps. Alors il avait, dans un premier temps, il voulait faire donc pour son épouse, donc il a fait ça pour sa petite femme, qui était monégasque. Avec la vue sur Monaco, justement. Avec la vue sur Monaco, tout à fait. Le système est très simple. Vous avez en haut tous les placards. Le petit coin lavabo, là, voilà. avec le petit chauffe-eau. Et ce qu'il recherchait avec ce système, c'était de pouvoir le répliquer, c'est ça, un cabanon qui puisse être décliné pour après d'autres. Alors là, je suis sûre que j'ai changé ton avis sur Le Corbusier. Totalement. On est dans une gestion de l'espace qui est géniale, qui est modulable avec de la matière. Moi qui suis un fou de bois, quoi. Je suis incapable de travailler sur une table en verre, par exemple. Voilà, t'es sérieux là. Et là, je trouve que c'est une autre facette de Le Corbusier. C'est pas le béton revisité en espace de vie, c'est... T'es content que ce soit pas en béton. Je suis content. Et nous arrivons à l'atelier. Ah, donc il n'y a pas que le cabanon, il y a aussi un atelier à côté. Bah oui, parce que quand il pleuvait, il voulait continuer à peindre. Et quand il voulait s'isoler aussi, j'imagine. Ah, c'est génial. Alors attends, ça c'est mon bureau. Hein. Ah, c'est extraordinaire. Ah non, mais c'est exceptionnel, effectivement. Il y a une odeur dans ce pain corse qui tapisse. Et il t'embaume. Il y a une petite pointe de térébenthine, mais très douce, très, très ancienne, très patinée. Et puis il y a... Voilà, t'as les parfums de la mer qui montent et ceux du feuillage. C'est magique. Merci beaucoup, Géraldine. Ah, c'était un bonheur de découvrir ce lieu avec vous. C'est passionnant. Et tu m'emmènes où, là? Moi, je te propose qu'on aille casser la croûte sur la plage. Ah, on peut? Il y a une sorte de petit cabanon un peu différent, tu vois, mais une sorte de petite coyote, là.
Non, on va en profiter quand même. On l'allonge depuis tout à l'heure, cette mer, on n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter. Nous sommes presque au bout de cet aller simple. Plus que quelques kilomètres avant d'arriver à Menton, où nous attend un gentleman agrumiculteur. Je crois que je t'ai fait aimer Le Corbusier. Ouais, c'était pas gagné, hein. Mais parce que ces réalisations m'ont jamais tellement enthousiasmé, le personnage ne me parlait pas tellement, et là, ouais, je suis un peu retourné quand même. Après, ce sont des réalisations en bois, hein. Et ça, déjà, c'est un matériau qui te plaît davantage que le béton. Oui, mais si tu veux, l'idée dans un petit espace comme ça, d'en faire un lieu de vie, de charme, à la fois pratique, ludique et utile, parce que déjà j'ai beaucoup aimé la maison en elle-même, mais la cabane atelier... Ah là, ça t'a fait rêver, là. Ah ouais. Là, tu aurais pu me laisser, j'écrivais une nouvelle. Comment tu choisis justement les sujets de tes romans, entre Eugénie, Aziz, de ton livre Goncourt, qui a eu le prix Goncourt, Un aller simple? Comment tu choisis tes personnages? Ce sont les personnages qui me choisissent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que une idée, une situation, un visage rencontré, une association de personnalités qui va créer par réassemblage un être nouveau, me demande à être écrit. Le personnage, je ne suis pas le premier à dire ça, hein, bien sûr Pirandello, Diderot avant lui, a exploré ces rapports entre le personnage qui s'empare de l'auteur. Alors comment ça se manifeste? Ben, tu te mets à y penser de plus en plus, tu vois le monde à travers le regard de ce personnage, et à un moment donné, il demande... C'est bien évident. Oui, puis il demande la parole, il demande... il t'habite suffisamment pour que tu lui laisses ouvrir ses fenêtres à lui dans ta personnalité, dans ta vision du monde, et cette imprégnation qui est nécessaire pour moi avant l'écriture. Je rêve beaucoup mes histoires avant de les écrire. À 34 ans, tu vas recevoir ton prix Goncourt. Oui. C'est jeune, avec un aller simple. Alors ça parlait de quoi un aller simple? C'est l'histoire d'Aziz, c'est ça, un sans-papier qui... Oui, c'est un enfant trouvé, recueilli par des tziganes, et arrive l'âge où il a besoin de papier. Mais il n'a pas les moyens de s'acheter des faux papiers français, alors il prend ce qu'il y a de moins cher, ce sont des faux papiers marocains. Comment est-ce qu'on réagit quand on apprend qu'on a le prix Goncourt? Bon, on est content. Je suis pas du genre qui fait la gueule et qui fait une dépression parce qu'il a eu le Goncourt. Il y en a eu. Hein. Regarde là où je t'emmène, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Tu te demandes où on est là? On est où? Bah oui, on est où? On est dans une citronnerie. Ouais. Et le monsieur qui tient les lieux produit le fameux citron de Menton. On est à la fin de notre route, hein, notre dernière étape. Menton, ville du citron réputé dans le monde entier. Et lui travaille pour les plus grands chefs étoilés. Parce que son citron, c'est le meilleur au monde. Vous venez m'aider à cueillir les citrons? Bonjour. Ah La bah main-d'œuvre voilà. arrive. Les Je vais citrons de essayer Menton. d'arriver sans Bonjour. tomber. Superbe. Voilà. Monsieur Mazet, bonjour. Didier Van Kovla. Bonjour François. Nathalie, Bonjour. vous allez bien? Bien, bien, J'en ai merci. me ramasser un sur la route déjà. Vous avez vu? Ils sont magnifiques. Hein. Hein? Quel est le secret? Alors le secret, le climat et la terre. Ouais. 80%, 20% les soins qu'on leur donne. Et la récolte, elle se fait quand alors? Alors, principalement, décembre, janvier, février, mars, mais même au mois d'avril, mai, vous voyez, il en reste encore. Vous avez un grand amateur de citron là. Oui? C'est vrai, t'aimes bien les citrons? Oui, ben, je prends toujours un citron à jeun le matin, dans de l'eau tiède. Ah bah voilà.
c'est vrai que c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le citron n'est pas acide. C'est l'orange qui est acide. Oui. Donc le matin, c'est idéal pour booster le foie. Moi, je vais le goûter, il faudra me le faire goûter tout à l'heure. Mais même Vous avez un... avec la peau, vous mangez C'est avec la vrai peau. Ah, c'est très bon. Mais goûte, tu vas voir. Alors le citron, ça réveille aussi des souvenirs Voilà. autres. Les parfums. Voilà. Beaucoup. Et même des souvenirs amoureux, des souvenirs Ah, attention. du souvenir de rencontres impossibles. Quand j'étais enfant et toujours aujourd'hui et adolescent, j'étais fou de Barbara. Puis j'avais lu qu'elle prenait toujours un citron, qu'elle mangeait un citron comme nous avant d'entrer en scène, toujours. Et Pas pressée, elle le croquait. ah oui, vraiment mangeuse de citron, quoi. Comme on vient de faire. Je vois qu'elle passe au théâtre de Nice. Donc j'avais 17 ans, j'avais des citrons sur mon balcon. Qu'est-ce que je fais? Je cueille 2 citrons, je les mets dans une petite boîte et je vais au théâtre et je demande si je peux déposer. Je vois le concierge, lui très bien, j'avais fait un petit mot. Et le soir, je vais au concert et puis je m'arrange après pour me faufiler dans les coulisses. Et je glisse un œil comme ça, je fais la queue derrière les gens qui voulaient faire signer le programme. Et tout à coup, elle me regarde, et elle me dit « C'est vous, les citrons ». Alors, d'abord, je me suis dit « C'est magique ». Et puis, en fait, elle avait vu mon regard qui cherchait sur la loge s'il y avait mon paquet, si elle avait pris le citron. Et j'avais vu, en effet, le citron à moitié mangé. Donc, chaque fois que je mange un citron, que je respire un citron, c'est vrai que je pense Tu penses à elle. Parce que ce citron, après, on est devenus amis, on s'est parlé beaucoup. Et voilà, c'était grâce au citron. Eh bien, tu sais quoi? Grâce au citron, eh bien, François, lui, a noué des liens avec les plus grands chefs de France. Qui ont toujours été mes amis depuis mon plus jeune âge, parce que j'ai toujours aimé bien manger. Donc, Paul Bocuse, Roger Verger, Trois Gros, Alain Ducasse ou Joël Robuchon m'ont toujours régalé. Ça a toujours été des grandes fêtes chez eux. Vous avez combien d'arbres en tout ici? Pas loin de 400. 400. Si on veut replanter un citronnier, il faut compter quand même combien de temps avant qu'il... Dès la première année de greffe, il va produire. La deuxième année, il double. La troisième année, ça triple. La quatrième année, ça quadruple comme ça. Arrivé à 10-12 ans d'âge, il va produire ici à Menton, je dis bien ici à Menton, pas ailleurs, entre 100 et 120 kilos par an. D'accord. Principalement de décembre à avril, mais si on ne taille pas tout sur le même arbre, on peut en avoir jusqu'au mois de juillet des citrons. Et alors, qu'est-ce qui explique Menton? On est très protégé ici. Oui. On a les températures les plus resserrées en hiver, mais les plus élevées de tout le pourtour méditerranéen, et les moins élevées et les plus resserrées en été de tout le pourtour méditerranéen et de la France. Il n'y a pas de gros écart. En été, on a souvent 28-30 à Nice, on a 26 ici. On s'est rendu compte que même s'il y avait quelques citronniers à Nice, ils produisaient la moitié moins à cause de la différence de climat et qu'ils avaient un risque de gel 10 fois supérieur à Menton. Ici, on a une nuit de gel tous les 35 ans. C'est le climat idéal ici. C'est le climat idéal pour le citronnier Le citron. et pour beaucoup d'autres plantes tropicales et subtropicales qui s'acclimatent ici, même si elles ne sont pas de méditerranéennes ou de la région. Moi, j'aimerais bien me balader un petit peu aussi, essayer de voir un peu ce qu'il y a en bas. Oui, bien sûr. C'est magnifique chez vous, François. À votre santé. À votre santé également. Et, Voilà. Merci beaucoup. Didier est également un amoureux du végétal. Oui. Il adore ça, hein, c'est vrai, hein, t'aimes bien la nature. T'as même écrit un livre, Journal intime d'un arbre. Hein. Oui, parce que pour essayer de comprendre les êtres humains, il faut essayer de se mettre à leur place. Et les arbres, c'est pareil. Comprendre le fonctionnement d'un arbre, il faut vraiment essayer de se mettre, bon, pas dans sa peau, mais dans son écorce. Et ce qui est formidable chez l'arbre, c'est toutes les interconnexions avec ce qui l'entoure. Si bien avec les champignons, avec les autres arbres, avec les insectes, avec les parasites et les prédateurs. Il appelle à lui des prédateurs pour le débarrasser de ses parasites. Ouais. Il essaie notamment il fait venir à lui des champignons en fabriquant de l'azote avec ses racines et des champignons qui vont éliminer les vers destructeurs de racines. Et ça, on a réussi à retracer complètement le chemin qu'il emploie, qui est vraiment... il y a une pensée dans l'arbre, c'est évident. Je pense que le végétal est encore plus important que l'animal et plus important que l'humain. Je suis bien d'accord. Donc je vais tout à fait dans le sens de Didier et ce que je viens d'écouter, je vais l'enregistrer parce que c'est merveilleux.
Ben, ça tombe bien, François. Oui. Didier avait envie, je crois, de visiter un peu plus la propriété. Et moi, je vais reprendre la route. Mais Didier, j'étais ravie de faire cette route Moi aussi. avec toi. C'est vrai, c'était passionnant. Je pense que je te connais davantage. Ouais. Ah non, je te Bah, connais davantage. sur cette route, on a eu de l'humain, on a eu de l'animal, on a eu du végétal, du minéral, on a eu tout ce qui compose la vie, quoi. La vie et tout ce qu'on retrouve aussi dans tes romans, en fait, Ouais. toutes tes sources d'inspiration. Je te remercie beaucoup. Je vais te faire la bise. Et puis, je te sens entre de bientôt. bonnes mains. Merci beaucoup, Didier. Merci à C'était toi. un plaisir. François, À très j'ai le droit de bientôt. prendre des citrons avec moi? Bah, bien sûr. Je prends le panier, alors. Oui, mais la bise, hein. Ah, mais ça, c'est évident, ça. Voilà. Et bon voyage. Merci beaucoup. Et Au revoir, voilà. messieurs. À bientôt. Oui, Bonne merci route. beaucoup, Merci. François. C'est ici, à Menton, sur la Côte d'Azur, que notre route s'achève. J'ai vu que Didier était entre de bonnes mains avec François, et surtout, je l'ai vu prendre quelques notes pendant notre road trip. J'ai l'impression qu'une nouvelle idée de roman a germé pendant notre voyage. Peut-être que sa prochaine intrigue se déroulera à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou à Menton. Il parlera peut-être d'une citronnerie, et pourquoi pas d'une virée en combi. On a le droit de rêver, non? En attendant, j'ai fait une réserve de citron, on a appris que c'était excellent pour la santé. Je crois que j'ai de quoi tenir jusqu'à notre prochaine aventure. À très bientôt pour une nouvelle route mythique.